Bonjour, nous nous retrouvons pour le format d'aspiration à inspiration du Lab Jeune de France Supply Chain et nous nous retrouvons encore une fois avec Vincent Giard. Vincent, bonjour. Bonjour Robin. Apolline, bonjour. Bonjour Bonjour. Pauline. Aujourd'hui, nous allons parler des jeunes, mais aussi de quelque chose de très important. Vous avez rédigé un ouvrage extrêmement connu dans le monde de la production et de la recherche. Monsieur Giard, quelles sont les problématiques qui doivent se poser lorsque lorsque nous rédigeons un ouvrage? Alors, d'abord, la rédaction d'un ouvrage, la rédaction est datée, c'est-à-dire que j'ai commencé à écrire ce livre, j'étais sur Rennes du reste à l'époque, Belle et ville. parce qu'il n'y avait pas de manuel en France de disponible, il n'y avait que quelques manuels américains difficiles d'accès et pas forcément tous très bien faits, donc je m'y suis mis. Je n'avais pas l'intention au démarrage de faire vraiment un bouquin, donc c'était plutôt des polycopiés, mais très rapidement, ça s'est transformé en ouvrage. Alors, le problème de l'ouvrage, euh, c'est un des éléments qui va intervenir dans le cadre d'une pédagogie. Alors, quand vous regardez les très grandes universités américaines, vous allez vous rendre compte que très souvent, les ouvrages de référence qui sont utilisés ne sont pas produits par des professeurs de ces universités, mais par des professeurs d'autres universités. Pour une raison très simple, c'est que dans le monde académique, on va privilégier la publication d'articles et non pas la publication d'ouvrages qui sont considérés comme étant sans grande valeur ajoutée. Donc le système fait que la plupart du temps, dans le cadre des évaluations qui sont faites des enseignants du supérieur, on va se focaliser sur la partie production d'articles sur des revues à forte notoriété, donc impact factor important, classement quand ils existent, etc. etc. Et donc, l'ouvrage dont vous parlez, j'ai dû passer 10-12 000 heures avec les trois éditions, c'est quelque chose qui est rigoureusement impensable aujourd'hui. C'est une des raisons pour lesquelles, du reste, il y a de moins en moins de manuels, parce que c'est quelque chose qui n'a aucune rentabilité d'un point de vue académique, pour les élèves, bien sûr, mais d'un point de vue académique, par rapport à votre carrière, le temps que vous passez à écrire un ouvrage, c'est un temps que vous ne passez pas à écrire des articles supplémentaires. Et comme votre avancement académique est lié principalement Aux là-dessus, articles. vous vous pénalisez. D'accord? Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point qu'il faut aussi évoquer, je disais que ça s'intègre dans un processus de pédagogie. De quoi dispose un professeur responsable d'un enseignement face à un public que je considère comme ayant une maturité suffisante, donc capable d'accepter de travailler, et d'autant plus capable d'accepter de travailler qu'ils savent qu'en face, vous travaillez. Bon, moi, j'ai des souvenirs sur le master que je dirigeais à Dauphine et que j'avais créé, d'avoir reçu pour le lendemain des rééditions de cas qui devaient être réalisées en petits groupes. Normalement, ça ne devait pas arriver après 5 heures de l'après-midi. Il y en avait que je recevais encore à 11 heures minuit. Et quand on recommençait le lendemain matin à 8 heures, tout était vu. Donc, les exigences qu'on peut avoir vis-à-vis des élèves sont d'autant plus faciles à tenir que les élèves savent que vous êtes exigeant par rapport à vous-même et que vous jouez le jeu, que c'est pas quelque chose sur lequel vous êtes uniquement destiné, vous, élève, à souffrir. Tout le monde souffre là-dedans. Voilà, donc ça, c'est un point qui est important. Alors, je disais, le prof, il dispose de quoi? Il dispose de manuels, quand ça existe, qu'il a envie d'utiliser. Il dispose de cas qu'il va créer ou qu'éventuellement il va emprunter ou acheter sur des centrales de cas. Il faut savoir que la rédaction d'un cas, c'est quelque chose de très lourd. Un cas nouveau, alors quand on fait de la recherche, et j'avais énormément de retombées de choses vues sur la recherche, un cas nouveau, c'est 100-150 heures pour une séance qui est une séance de 3 heures. Donc, si vous voulez, c'est des choses qui sont lourdes. Et pour que ça marche bien, pour qu'il n'y ait pas de routine qui s'installe, normalement, l'enseignant doit faire en sorte qu'il y ait une certaine rotation. Ça veut dire qu'il y a des cas qui, au bout d'un certain temps, on présente moins d'intérêt, ils sont remplacés par d'autres cas.
Pour moi, je faisais toujours attention à avoir toujours 10% de cas nouveaux chaque année. C'est lourd, mais c'est en même temps quelque chose d'intéressant. Alors, le cas, il est animé. Alors, d'abord, en fonction du niveau dans lequel vous vous situez dans vos cursus académiques, ce n'est pas les mêmes attentes qu'on a. C'est-à-dire que au démarrage, quand vous êtes sur des cursus de type licence, je dirais que c'est plutôt l'acquisition de concepts, de la compréhension de mécanismes, etc. Et je dirais que les choses peuvent être relativement simples. Quand vous arrivez à un niveau master, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on va passer de logiques dans lesquelles on n'est plus sur de la résolution de problèmes, on est en même temps sur de la définition de problèmes. C'est-à-dire qu'on passe d'un problème solving, qui est plutôt ce qu'on va avoir sur des cursus de licence, à des logiques de problème design, ce qui est donc tout à fait autre chose. Dans ce contexte, il faut que les cas soient extrêmement ouverts et puissent faire appel à des concepts que vous avez fléchés avant dans le cadre d'un syllabus que vous avez que les étudiants sont censés avoir regardé avant et avoir travaillé. Et l'idée, c'est par petits groupes, lorsque les choses sont suffisamment ouvertes, de faire présenter par des volontaires ou des gens que vous désignez. Moi, j'avais toujours une technique extrêmement simple. J'ouvrais Excel et puis je choisissais, ils étaient 40, donc je faisais 40 que multiplie la fonction aléa. Et donc, la désignation était une désignation qui était parfaitement aléatoire. L'avantage, c'est que ça met sous tension. Bon, mais en même temps, si vous voulez, ça se passait relativement bien. Et si vous voulez, si les choses sont suffisamment ouvertes, vous allez avoir assez souvent des groupes qui vont aborder le problème qui est posé de manière un peu différente. Donc, il n'y a pas de... L'idée aussi, c'est de dire qu'il n'y a pas de one best way. Et quand vous êtes sur le terrain, il y a un certain nombre d'approches alternatives qui ont des chances d'arriver au même résultat, avec éventuellement des efforts plus ou moins importants qu'il faudra faire, etc. Et donc ça, il faut arriver aussi à le transmettre au niveau des enseignements. Alors, quand je parle de ces enseignements, donc il y a manuel, il y a donc des cas renouvelés, faire en sorte que l'obligation soit faite d'utiliser des outils informatiques, d'accord, de façon à ce que l'effort ne porte pas sur la résolution, mais bien sur la formulation. Et puis, vous avez enfin l'animateur du cas. L'animateur du cas, qui peut être le professeur ou qui peut être aidé. Quand j'étais sur l'IAE, j'avais 2 modules que je pilotais et chacun de ces modules avait une vingtaine de chargés de travaux dirigés qui étaient des cadres d'entreprise qui avaient d'excellentes performances dans le domaine sur lequel on avait à travailler. Mais il faut les piloter et essayer d'avoir des guides d'animation de ces cas pour qu'en fin de parcours, il y ait une homogénéité du résultat. Autrement dit, là, on est sur un processus qualité que vous connaissez bien, et il faut arriver à faire en sorte qu'il n'y ait pas d'inégalité trop forte liée à la personne des chargés de TD. Alors, bien évidemment, les performances des chargés de TD ne sont pas les mêmes. Il faut les aider. Il faut avoir des réunions pédagogiques avec eux. C'est un processus d'animation qui se passe très bien. On travaille 2 heures, on va ensuite dans un restaurant tous ensemble et on est content de se retrouver. Voilà. Donc, c'est des choses, si vous voulez, qui sont importantes. La pédagogie, c'est ça. Il faut aussi ajouter une chose, c'est que dans les diplômes, il faut être dans un contexte qui soit un contexte favorable. Je m'explique. Quand vous êtes sur des écoles d'ingénieurs, et j'ai été prof pendant 4 ans à l'INSA de Lyon, vous êtes sur des cursus qui sont relativement normés, et sur lesquels des fois il y a des grandes difficultés à faire évoluer les choses parce qu'on dit qu'il y a des gens qui ne savent faire qu'un certain type d'enseignement. Donc on va empiler 3, 4, 5 langages de programmation parce qu'on ne sait pas quoi faire des gens. Bon, ça, c'est pas la bonne technique, mais je dirais qu'il y a un cadre qui est assez normé sur les programmes qui sont à faire. Quand on est sur un contexte universitaire, c'est pas tout à fait ça. Alors, sauf quand vous êtes sur des diplômes nationaux qui sont normés avec un certain nombre de principes et des conférences
de responsables qui se réunissent périodiquement pour voir un petit peu ce qu'il en est. Bon, vous parliez des IAE, il y a un diplôme qui s'appelait le certificat d'aptitude à l'administration des entreprises, qui a changé de nom, mais qui fédérait en fait 25 IAE en France, avec des programmes qui se ressemblaient, des méthodes pédagogiques qui étaient un peu les mêmes, etc. Donc, ça, c'est vrai quand il y a ce type de cadre. Quand vous êtes sur des choses sur lesquelles, finalement, il n'y a pas un très fort consensus sur l'importance et l'intérêt d'un certain type d'enseignement. En grande partie parce que beaucoup d'enseignants sont très déconnectés des entreprises et donc ont une vision un peu théorique de ce qu'est l'entreprise et donc des besoins de l'entreprise. Alors, quand je suis arrivé sur Dauphine, j'ai vu une opportunité et puis j'ai proposé un diplôme. On m'a dit OK, mais tu te débrouilles pour financer une partie des choses. Donc, ce que j'ai fait, de toute façon, je sais récupérer de l'argent par l'intermédiaire de contrats, c'est pas un problème. Récupérer la taxe d'apprentissage, ça aussi, je savais faire. Et du coup, j'ai pu monter quelque chose d'original parce que c'est un mode de fonctionnement qui est du type TPE, très toute petite entreprise. D'accord? Donc là, vous avez, vous avez en fait à la fois les facilités dans la définition de ce que vous voulez faire et en même temps l'inconvénient d'avoir à récupérer les financements pour que ça marche correctement. D'accord? Donc ça, c'est un contexte dans lequel certains types d'enseignements un peu innovants peuvent arriver à se faire. Et à l'époque, j'avais dit, de toute façon, on est sur quelque chose qui est, par rapport à vos préoccupations, un peu plus large que vos préoccupations, qui sont celles de la chaîne logistique. En fait, la production de biens dans un contexte de chaîne logistique fait appel à des approches qui ne sont pas forcément très différentes de celles de la production de services. D'accord? C'est, dans beaucoup de cas de figure, des concepts qui sont des concepts un peu similaires qui seront mobilisés, des mêmes instrumentations, etc. Et puis, vous avez quelque chose qui est absolument fondamental que vous devez avoir en tête, c'est que la frontière entre le bien et le service est une frontière qui s'estompe. D'accord? Quand vous réfléchissez sur l'industrie automobile, au démarrage, c'était acheter une voiture. Ensuite, on va dire acheter une voiture, mais on va vous aider à la financer. Ensuite, on va vous dire, mais on va vous s'occuper de la maintenance, etc. Et vous avez vu maintenant le positionnement que veut avoir Renault dans ce domaine, qui est fondamentalement, on ne s'intéresse plus à la voiture, on s'intéresse uniquement qu'à la fourniture d'un flux de prestations offertes par un bien. D'accord? Donc, vous devez avoir en tête dans l'évolution des choses le fait que des frontières qui étaient considérées pendant longtemps comme étant un peu fixes, un peu immuables, elles ne le sont absolument pas. Parce que finalement, ce que demande un client, c'est il achète des biens de consommation et puis il achète des prestations. S'il achète un aspirateur, c'est pour avoir des prestations d'aspiration, d'accord? Il achète parce que l'aspirateur n'est pas trop cher, mais il pourrait très bien être sur des logiques de leasing, sur d'autres logiques. Pour des biens qui coûtent cher, c'est évident que les frontières bougent. Comme l'imprimante vendue à perte et l'encre. Alors ça, c'est autre chose. C'est un vieux principe, très très vieux principe de marketing qui a été initialement trouvé sur le rasoir. Donc l'idée, c'était de dire le rasoir lui-même, c'est pas cher, on va se rattraper sur les consommables. D'accord? Mais c'est pas la même chose, si vous voulez. Le rasoir, c'est effectivement une prestation de service qui est fournie, hein, c'est-à-dire vous rendre un berbe si vous en avez envie, mais à proprement parler, c'est pas la même chose qu'une prestation de service fournie par un bien d'équipement. D'accord. On pourrait dire, je sais pas moi, un robot cuiseur sophistiqué à 700 ou 1000 euros, on pourrait parfaitement imaginer qu'au lieu d'avoir une logique d'achat, vous rentriez sur une logique similaire d'achat de prestations. Éventuellement facturé à l'usage. Voilà, donc tout ça bouge. Hein, et il faut avoir en tête, si vous voulez, avoir en tête que beaucoup des réflexions que vous avez sont conditionnées par des fausses contraintes. Voilà, et donc ça, il faut réfléchir sur ce qui est une véritable contrainte et comment on peut arriver à les lever. Très bien.
Vous parliez tout à l'heure d'effets de mode. On a vu avec le Covid que la supply chain était un peu revenue, on va dire, en force via les médias, etc., vu les crises d'approvisionnement notamment. Ouais. Quel est votre avis sur la question? Bah, à mon avis, il est relativement simple. Quand vous regardez l'évolution de la gestion et des enseignements de gestion, il y a toujours eu des effets de mode. D'accord? Donc des effets de mode qui ont mis en avant pendant un certain temps le marketing. Pendant un certain temps, on a dit euh, l'Asie du Sud-Est, c'est l'usine du monde. Ils ne sont pas assez intelligents pour définir des produits, ils sont suffisamment bons pour produire. Voilà. Des choses. Moi, j'ai lu des papiers absolument surréalistes de grands patrons français dans les années 75 qui me paraissaient être un non-sens absolu et une sorte de mépris des gens qui ne sont pas français, qui était assez hallucinante, ou pas européens, enfin je veux dire, peu importe. Il faut savoir, si vous voulez, que l'intelligence est également répartie dans toutes les races, et puis chez les hommes comme chez les femmes, hein, je veux dire, il y a autant de femmes intelligentes et de femmes idiotes qu'il y a d'hommes intelligents et d'hommes idiots. Hein. Donc, si vous voulez, là-dessus, il faut être très, très, très vigilant là-dessus, essayer d'exploiter au maximum les compétences des uns et des autres. Alors, pendant très longtemps, si vous voulez, la partie de la production, en plus avec le système français dans lequel il y avait les écoles d'ingénieurs, donc une spécificité française, et puis les écoles d'ingénieurs qui ont été créées au démarrage parce qu'on considérait que l'université ne fabriquait pas de gens qui avaient un savoir opérationnel suffisant pour travailler. Donc les premières écoles d'ingénieurs ont été créées un petit peu avant la Révolution française, uniquement pour pouvoir arriver à fournir des gens capables de fabriquer des ponts, de travailler sur des choses opérationnelles. Et ce partage que nous avons a présenté un certain nombre d'avantages, mais présente là aussi maintenant de plus en plus d'inconvénients quand on compare par rapport à des modèles étrangers. Et il s'est traduit par une espèce d'acceptation de partage de territoire entre le monde des ingénieurs et le monde des gestionnaires, dans lesquels finalement le management de la chaîne logistique se trouve être un petit peu à cheval entre les deux. Mais d'une certaine façon, les ingénieurs considèrent qu'il y a un certain nombre de problèmes, comme tout ce qui est évaluation économique des décisions qu'on va être amené à prendre. C'est un travail de gestionnaire. Alors, donc, vous allez nous fournir des coûts, vous êtes spécialiste des coûts. Alors, le coût, c'est comme un couteau suisse, hein, c'est une formule unique qui est utilisée pour n'importe quoi, ce qui est complètement débile, bien sûr. Et puis, les gestionnaires considéraient que finalement, la gestion des services et la gestion des biens aussi, c'était un problème d'ingénieur. Soit dit en passant, on a raté totalement le coche chez les gestionnaires parce qu'il y avait un créneau béant sur la production de services en milieu hospitalier. Il y a eu quelques travaux qui ont été faits. Bon, j'ai eu des travaux d'effectuer dans ce domaine. Mais finalement, ce sont les ingénieurs qui sont engouffrés là-dedans parce qu'on n'a pas réussi au niveau des gestionnaires à faire le nécessaire. Donc, là aussi, il faut réfléchir sur les espèces de fausses contraintes que les institutions ou les groupes se mettent et qui font que finalement, il y a des barrières qui sont néfastes pour tout le monde. Mais donc, je dirais que pour les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, c'est penser au fait que vous allez vivre des moments très différents dans votre carrière et donc votre aptitude à analyser des choses qui bougent et à accepter le changement et à faire des propositions pour améliorer les choses, c'est quelque chose d'essentiel. Ça veut dire que vous n'allez pas vivre toute votre vie avec une instrumentation qui va être rapidement désuète. Donc, soit dit en passant aussi, dans l'enseignement, je considère comme étant absolument fondamental d'historiser l'introduction d'un certain nombre d'outils qui sont utilisés, c'est-à-dire expliquer quel est le contexte dans lequel ça a vu le jour, de façon à ce que l'on comprenne pourquoi, à un moment donné, les instrumentations qui ont été extrêmement performantes ne le sont plus. D'accord ? Et donc ça aussi, moi je milite beaucoup pour ce qui est qualitatif, ce qui est historique, etc. Même si mes écrits peuvent faire penser que je suis plutôt sur le mauvais versant de la... Voilà, donc Bon. voilà ce que je peux dire là-dessus, si vous voulez.
Bien, merci beaucoup pour ces derniers petits conseils à la jeunesse. Et merci surtout d'avoir accepté notre invitation en tant que premier invité. Merci à vous. Et puis j'espère que Merci. vous aurez plein de podcasts intéressants. Ouais, À bientôt, au revoir. merci, au revoir. Merci.